C'est dans ce jeu complexe qu'une pièce maîtresse à la puissance irrésistible apparaît. Aliénor d'Aquitaine. Épouse du roi des Francs, elle est également l'héritière du duché d'Aquitaine, l'un des plus puissants du royaume. Mais les époux ne s'entendent pas et leur mariage est annulé. Une jeune et belle femme de 30 ans, incroyablement riche et cultivée de surcroît, ne reste pas seule bien longtemps. 6 semaines plus tard, elle trouve un époux à la hauteur de sa position, l'héritier du trône d'Angleterre. Par son remariage, Aliénor offre à l'Angleterre l'Aquitaine, soit le quart du territoire de la France. Roi des Anglais, duc de Normandie et comte d'Anjou, son mari devient donc de plus duc d'Aquitaine. Égal du roi de France, il est aussi son vassal. Plus riche et plus puissant que lui, il lui doit pourtant obéissance. Les rouages se grippent. Rien n'est jamais simple en politique médiévale. Au XIIe siècle, les notions d'anglais et de français sont très floues. Depuis son invasion en 1066 par Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, l'Angleterre est dirigée par des rois normands parlant ancien français. Les nobles de chaque pays ont des fiefs dans l'autre. Les deux royaumes sont devenus cousins. Ils parlent tous la même langue, le français. Ainsi, le fils d'Aliénor, le célèbre Richard, ne s'est jamais appelé Lionheart, mais Cœur de Lion. Ce roi légendaire parlait français et n'a passé que 2 mois en Angleterre. Il a été enterré en France, le pays d'Aliénor. La devise de la monarchie anglaise, « Dieu est mon droit », remonte à cette période, tout comme la prolifération de mots d'origine française dans la langue anglaise. Sur les champs de bataille du Moyen-Âge, comme sur celui de Waterloo, les Alliés communiquaient entre eux en français pour combattre la France. Les puissances se font et se défont. Continuons. Dans ce contexte particulier, il suffit d'un homme fort pour mettre le feu aux poudres. À cette époque, il se trouve qu'il y en a 2. Philippe Auguste, roi des Francs, politicien habile et bon stratège. Richard Cœur de Lion, roi chevalier et tacticien hors pair. Devenu roi, Philippe Auguste a une vision politique. Transformer ce puzzle de comtés et duchés en vrai royaume sous une bannière unique. Cette vision résolument moderne de l'État en ferait le plus puissant royaume d'Europe. Mais Richard, devenu roi d'Angleterre, ne l'entend pas du tout de cette oreille. Par sa mère Aliénor d'Aquitaine, Richard a des prétentions légitimes sur une partie du royaume que veut construire Philippe Auguste et il est tout à fait décidé à défendre ses terres. 1199, siège de Chalut. Richard Cœur de Lion dirige lui-même les opérations quand un carreau d'arbalète le touche de plein fouet. Il l'arrache lui-même, mais la gangrène l'emporte en 10 jours. Avec la mort du célèbre roi anglais, notre histoire vient de changer de route. Le 2e fils d'Aliénor d'Aquitaine, Jean Santerre, succède à son frère Richard Cœur de Lion et devient à son tour roi d'Angleterre. Il peut prétendre au même droit que lui sur les terres d'Aquitaine, mais il n'a ni le charisme, ni le talent militaire de son frère aîné. Face à un adversaire affaibli, le roi des Francs, Philippe Auguste, peut enfin construire la France de ses ambitions. Il conquiert une à une les terres du roi d'Angleterre. Tout seul, Jean ne peut rien faire pour l'en empêcher. Pour vaincre Philippe, il lui faut de l'aide. Othon. Othon IV, empereur du Saint-Empire, ne se fait pas prier. 2 grandes armées sont levées. L'invasion doit avoir lieu grâce à une opération combinée d'encerclement. À l'ouest, Jean doit débarquer à La Rochelle pour attirer Philippe. Au nord-est, Othon, par une marche éclair, doit en profiter pour foncer sur Paris. C'est un piège. Lorsqu'il apprend le débarquement de Jean, Philippe Auguste ordonne de hisser l'oriflamme, la bannière du royaume, pendant qu'il fonce à sa rencontre.
Son instinct lui suggère la prudence. Jean n'est pas homme à l'affronter en personne et il est maintenant très loin de Paris, trop loin. Le Nord est sans défense. Il tient alors le conseil de guerre le plus crucial de son règne. De sa décision va la survie du royaume. Il envoie son fils à la rencontre de Jean et lui-même ira défendre le Nord. Deux armées, l'une dirigée par le père, l'autre par le fils, pour la survie d'un royaume. Aucun des deux ne peut faillir. C'est à la forteresse de la Roche-aux-Moines que se joue le premier acte. Jean assiège le fort. Mais la résistance est telle que l'armée de secours a le temps d'arriver. Pris de panique, sans même livrer bataille, Jean s'enfuit. Le roi d'Angleterre aura bien du mal à justifier ce manque de courage à ses barons. Reste Othon. Othon et ses chevaliers